Je veux en raconter une. Dart, c'est une situation sans issue. Mais vas-y Blanche. En 1985, les dirigeants de NBC pensaient avoir une émission saine sur 4 femmes âgées. Mais en coulisses, quelque chose de plus sombre se produisait. Des scènes étaient coupées, des images étaient détruites. Un moment particulier avec Blanche était si choquant que les producteurs ont ordonné qu'il soit brûlé. Pendant des décennies, tout le monde a cru qu'il avait disparu à jamais. Puis, en 2024, les archives secrètes d'un membre de l'équipe ont fait surface en ligne. Ce que les téléspectateurs ont trouvé n'étaient pas les douces grand-mères dont ils se souvenaient, et cela a changé tout ce que les gens pensaient savoir sur les craquantes. Tout a commencé au début des années 1980, lorsque Brandon Tardikoff, un haut dirigeant de NBC, est allé rendre visite à sa tante âgée à Miami. Ce qu'il a trouvé là-bas n'était pas ce que l'on attendrait de l'idée que la télévision se fait de la vieillesse. Son appartement n'était ni silencieux ni triste. Au lieu de cela, il était animé de commérages, de blagues et de répliques rapides entre elle et ses amis. Ce n'étaient pas de vieilles femmes fragiles, assises tranquillement. Elles étaient pleines d'attitude, et cette image est restée gravée dans sa tête. Il est Thomas retourné à NBC avec une idée que la plupart des gens auraient rejetée en riant. Et s'il y avait une sitcom sur 4 femmes âgées vivant ensemble, confrontées à la retraite, aux problèmes d'argent, à de nouveaux colocataires et à tout le chaos inattendu de la vieillesse, personne d'autre ne faisait ça. En fait, presque aucun personnage à la télévision n'avait plus de 65 ans. Les chaînes de télévision poursuivaient. Des publics plus jeunes et seulement 2% des personnages aux heures de grande écoute étaient des personnes âgées, alors que les personnes âgées représentaient plus de 12% de la population dans la vraie vie. Mais Tardikoff croyait en cette idée. Il l'a appelée Miami Nice, un clin d'œil amusant à la série Miami Vice, également sa série. Les gens en doutaient. Ils pensaient que personne ne la regarderait. L'étincelle finale est venue de quelque chose que personne n'attendait. Lors d'un événement promotionnel de NBC en 1984, un sketch a été présenté uniquement pour divertir les affiliés de la télévision. En gros, une petite scène amusante avec des actrices plus âgées plaisantant dans une maison de retraite. Mais les rires étaient réels. La réaction a été plus importante que prévu. Ce petit sketch idiot a planté une graine. Lorsque NBC a testé l'idée auprès d'un public réel au début de 1985, plus de 75% l'ont jugée excellente. C'était du jamais vu, surtout pour une série sur des vieilles dames. Les premières ébauches étaient audacieuses. L'une d'elles mettait en scène un majordome homosexuel nommé Coco, qui vivait avec les femmes. Il était en fait dans le pilote, mais a été coupé par la suite parce que le public test était devenu fou du personnage d'Estelle Getty, Sophia. Coco a donc été abandonné et Sophia est restée. C'est l'un de ces heureux accidents qui ont contribué au succès de la série. Sous l'humour se cachait quelque chose d'ancré dans le vrai Miami des années 1980. Et ce n'était pas un paradis ensoleillé avec des plages. C'était une ville remplie de scandales. En 1983, un incendie dans une maison de retraite a tué 12 personnes à cause de la négligence. En 1944, une veuve a été trompée par son amant et a perdu toutes ses économies. Il y avait des escroqueries partout. Expulsions, pensions volées, maltraitance des personnes âgées. Le taux de criminalité à Miami était l'un des plus élevés du pays. Et la ville était encore aux prises avec les conséquences du pont maritime de Mariel. Harris a pris tout ce chaos et l'a déguisé sous la forme d'une comédie. Elle a même visité des communautés de retraités pour écouter. Ce qu'elle a trouvé était surprenant. Les personnes âgées ne se contentaient pas de s'éteindre. Beaucoup recommençaient à sortir. Certaines avaient des liaisons. Certaines essayaient simplement de survivre. Elle a tout mis dans la série, non pas avec une conférence, mais avec un rire. Au fur et à mesure que les personnages se sont réunis, chaque actrice a apporté quelque chose de profondément personnel. Bea Arthur a failli ne pas se joindre à l'aventure. Elle pensait que le rôle de Dorothy ressemblait trop à son ancienne émission Maude. NBC n'était pas non plus emballé par elle.
Il voulait Elaine Stritch, mais son audition était tellement pleine de jurons qu'elle s'est complètement retournée contre elle. Finalement, les producteurs ont promis à Bea que l'histoire de Dorothy serait différente. Son mari la tromperait. Elle aurait du mal à retrouver sa voix. Cette promesse a fonctionné. Bea a accepté, mais à la saison 5, elle était prête à partir. Elle est restée jusqu'à la saison 7, puis elle est partie, même si la série attirait encore 20 millions de téléspectateurs chaque semaine. Hors écran, elle ne s'entendait pas avec Betty White. Elle l'a même traitée de casse-pied parce qu'elle jouait toujours pour le public. Pourtant, elle a laissé derrière elle l'un des rôles les plus emblématiques de la télévision. Betty White, quant à elle, n'était pas censée jouer Rose. Au début, elle avait été choisie pour le rôle de Blanche, la séductrice du Sud, en raison de son rôle passé de Sue Ann Nivens. Mais pendant les répétitions, quelque chose ne semblait pas correct. Ils ont donc essayé de l'échanger avec Rue McClanahan. Au moment où Betty a joué la douce et naïve Rose de Saint-Olaf, quelque chose a fait tilt. Soudain, ces histoires de ferme innocente se sont transformées, en moments de rire aux éclats remplis de double sens. Rose parlait de barattage de beurre, mais le public savait ce que cela évoquait. NBC craignait de dépasser les bornes, mais les répliques sont restées. Betty n'était pas emballée au début. Elle ne voulait pas être à nouveau cataloguée. Mais le rôle lui a valu un Emmy en 1986. Et en coulisses, les tensions avec Bea Arthur ont persisté. À un moment donné, Bea l'a même traité de connasse. Mais à l'écran, leur alchimie était en or. Rue McClanahan a obtenu le rôle de Blanche grâce à ce même échange. Elle avait initialement été choisie pour jouer le rôle de la douce, Rose, parce qu'elle avait déjà joué ce genre de rôle dans Maude. Mais lorsqu'elle s'est glissée dans les talons de Blanche, tout a changé. Elle s'est investie à fond. Les scénaristes lui ont donné des répliques sur le fait d'avoir eu des centaines d'amants, ont fait allusion à des plans à 3D bridés et ont fait en sorte que son personnage repousse les limites que personne n'attendait à la télévision à l'époque. Hors écran, la vie de Rue n'était pas si glamour. Son 5e mariage venait de se terminer. Elle était en difficulté, mais elle a apporté toute cette douleur et cette liberté à Blanche, et sa performance lui a valu un Emmy en 1987. Plus tard, elle a rencontré un fan nommé Michael J. LaRue lors d'une séance photo pour animaux de compagnie. Ils sont devenus amis, et des années après sa mort, il a ouvert le Rue LaRue Café en son honneur. Il servait même son ancien remède contre la gueule de bois, un expresso pulvérisé sur des œufs brouillés préparés avec une machine à cappuccino. Estelle Getty, qui jouait Sophia, a été la surprise de tous. Dans la vraie vie, elle était plus jeune que Bea Arthur d'1 an seulement, mais elle jouait la mère de Dorothy de manière si convaincante grâce à un maquillage lourd et à beaucoup de feu sicilien. Chaque matin, elle restait assise pendant 45 minutes, pendant que les maquilleurs la vieillissaient. Elle a même subi un lifting dans la vraie vie, ce qui a rendu plus difficile son vieillissement lors des saisons ultérieures. Son audition a été inoubliable. Elle a recommencé à jurer en sicilien, inventant des jurons sur le champ, des trucs qui ont failli la faire bannir. Mais cela a fonctionné. Elle est devenue le cœur de la série. En coulisses, cependant, elle souffrait d'un trac si intense qu'elle devait utiliser des fiches pour se souvenir de ses répliques. Pourtant, elle a remporté un Emmy en 1988 et a continué jusqu'à ce que sa santé décline. Elle a été la première des 4 à décéder en 2008 souffrant de démence. Dans la nuit du 14 septembre 1945, quelque chose d'étrange s'est produit sur NBC. Une nouvelle série intitulée Les Craquantes a diffusé son tout premier épisode et personne ne s'attendait à ce qu'elle explose comme elle l'a fait. L'histoire commence avec l'ex-mari de Dorothy, Stan, qui fait irruption dans sa vie, ruinant ses plans de mariage avec l'oncle de Blanche. Ce qui a suivi, c'est un chaos total, des erreurs d'identité, des visites télé surprises et l'une des scènes de chambre les plus drôles jamais diffusées à la télévision. Cet épisode a attiré plus de 21,5 millions de foyers, obtenant une cote de ménage de 25,0 et une part de marché de 43. Elle n'a pas seulement gagné sa tranche horaire,
elle a battu The Cosby Show. Et juste comme ça, 4 femmes âgées vivant ensemble à Miami sont devenues le plus grand succès surprise à la télévision. Mais ce n'était pas seulement l'humour qui faisait parler les gens. Avant même la diffusion du premier épisode, la série faisait déjà du bruit. Les promos ne cachaient rien. Elle montrait Blanche plus séductrice que jamais, laissant entrevoir des romances torrides, même avec des hommes plus jeunes. Et cela n'a pas plu à tout le monde. Certains groupes conservatistes conservateurs étaient furieux. Ils ont dit qu'il était mal de montrer des femmes âgées parlant de sexe et agissant avec autant d'audace. Il y a même eu des appels au boycott. Mais toute cette colère s'est retournée contre eux. La controverse n'a fait qu'attiser la curiosité des gens. Lorsque la série a finalement été diffusée, les cotes d'écoute ont grimpé à 25 millions de téléspectateurs. Les gens n'arrivaient pas à croire qu'une sitcom sur des femmes de plus de 50 ans pouvait être aussi fraîche et audacieuse. Dans l'une des promos, Blanche parle ouvertement de ses aventures et de ses charmes passés avec un homme beaucoup plus jeune. Cette seule scène a suscité l'indignation et l'intérêt. La série n'a pas reculé devant les sujets délicats, pas même dans les premières 13 minutes du pilote. Plus tard, dans un épisode de 1990, Blanche a même défendu son amour pour les symboles confédérés, pour être ensuite obligée de se confronter à la signification réelle de ces symboles après qu'un ami a exprimé des opinions racistes. D'une manière ou d'une autre, les Craquantes ont transformé un scandale potentiel en une émission incontournable. En coulisses, quelque chose d'encore plus surprenant a failli se retrouver dans ce premier épisode. Il y avait une fin alternative qui n'a jamais été diffusée, mais le scénario a fuité plus tard. Dans cette version, Rose avoue qu'un membre proche de sa famille a lutté contre la dépendance. La scène arrivait juste au moment du climax, ajoutant une couche de sérieux à tout le chaos causé par le retour de Stan. Les producteurs l'ont finalement coupé, pensant que c'était trop lourd pour une première de comédie. Mais les fans n'ont pas oublié. Des années plus tard, dans la saison 4, la propre dépendance de Rose aux pilules est devenue un élément central de l'histoire. Elle a rechuté après 30 ans et a dû aller en cure de désintoxication. Lorsqu'elle a finalement admis qu'elle avait besoin d'aide, les téléspectateurs ont vu un côté d'elle que personne n'attendait. Elle a dit qu'elle prendrait les choses un jour à la fois. Et à ce moment-là, la série a prouvé qu'elle n'était pas seulement une source de rire. Elle était prête à aller en profondeur. De nombreux fans ont cru que la scène, coupée du pilote, était une promesse discrète de la direction que prendrait la série. Quelque part de plus honnête, de plus humain et de plus puissant que quiconque ne l'imaginait. Lors de sa première saison seulement, les Craquantes ont attiré en moyenne environ 21 millions de téléspectateurs par épisode. Elle s'est classée parmi les 7 meilleures séries au niveau national, juste à côté de grands succès comme Cheers. Les dirigeants du réseau s'attendaient à ce que ce soit une série de niche, peut-être quelque chose pour un public plus âgé, mais ils avaient tort. Tout le monde la regardait, les jeunes téléspectateurs, les téléspectateurs plus âgés. L'humour transcendait les âges, et ce n'était pas seulement le public qui le remarquait. En 1986, la série a remporté 2 Primetime Emmy, l'un pour la meilleure série comique. L'autre est allé à Betty White pour son rôle de Rose, la douce mais hilarante naïve. Soudain, la programmation du samedi soir de NBC, autrefois considérée comme un point faible, est devenue imparable. La popularité de la série a entraîné une vague de produits dérivés, des t-shirts, des jeux de société, tout. Même la reine Élisabeth, la reine-mère, a demandé une représentation en direct en 1938. Ce n'était pas seulement un moment de gloire. C'était le signe que cette série était devenue mondiale. Elle était devenue quelque chose de plus que de la simple télévision. Elle faisait désormais partie de la culture elle-même. Lors de la 3e saison, l'élan ne s'est pas seulement poursuivi, il a explosé. La série a grimpé à la 4e place du classement national avec une cote de 21,8. Certains épisodes ont attiré plus de 30 millions de téléspectateurs. Un épisode particulier intitulé Mixed Blessings traitait du mariage interracial et cela a fait sensation.
Elle n'avait pas peur de s'attaquer aux questions sensibles et le public appréciait son honnêteté. Elle mettait même en vedette de jeunes acteurs comme Quentin Tarantino. La scène du masque de boue de cet épisode a ensuite été retirée des plateformes de streaming en raison de préoccupations concernant le blackface, même si ce n'était pas l'intention, mais cela n'a fait qu'attirer davantage l'attention sur la série. Les rediffusions ont bondi de 15% dans la syndication. Les lettres de fans affluaient. Les téléspectateurs ont remercié la série d'avoir abordé le racisme, le vieillissement, la sexualité et tout ce qui se trouvait entre les deux sans broncher. Et juste comme ça, une sitcom dite pour personnes âgées surpassait des séries beaucoup plus jeunes, même si des rivales comme Life with Lucy échouaient dans la même tranche horaire. L'ensemble de la série a duré 7 saisons. De 1945 à 1992, la série a livré exactement 180 épisodes. Mais même après le générique de fin, l'argent a continué à affluer. Chaque épisode s'est vendu jusqu'à 4 millions de dollars en syndication en 1992. Sans compter la montagne de produits dérivés inspirés de la personnalité de Blanche. La séductrice du Sud, des vêtements sur le thème de la lingerie, des calendriers suggestifs, et bien plus encore. Lors des conventions de fans au début des années 90, les gens faisaient les chaises, la queue pour tout acheter. Certains se sont même fait tatouer des citations des personnages. Chaque année, cela ajoutait au moins 20% de plus aux revenus de la série. Même lors de sa dernière saison, lorsque les codes d'écoute ont chuté en raison d'une mauvaise tranche horaire et d'une concurrence plus féroce, elle s'est tout de même classée parmi les 30 meilleures. Plus important encore, elle n'a jamais perdu sa voix. Elle a abordé des sujets comme le VIH, le sida et le suicide assisté, des sujets que d'autres sitcoms n'oseraient même pas aborder. Lors des rediffusions, ces épisodes ont doublé le nombre de téléspectateurs. L'influence de la série a perduré. Même aujourd'hui, en 2025, Disney continue de profiter de la franchise avec des objets de collection comme les Golden Girls Funko Pops qui se vendent toujours en grand nombre. Dans un épisode de 1988 des Craquantes, Rose et Blanche se prélassaient avec de la boue verte étalée sur leur visage. Elles riaient, bavardaient et plaisantaient lorsque les beaux-parents de Dorothy sont soudainement entrés. Ils étaient noirs et l'un d'eux a regardé les femmes et a dit « Des blancs en blackface ». C'était censé être une pique rapide sur l'incompréhension et les stéréotypes. Mais lorsque cet épisode a refait surface en 2020, en plein milieu des manifestations de Black Lives Matter après la mort de George Floyd, cela a touché un point sensible. Hulu a retiré l'épisode le 26 juin. Il n'y a pas eu des milliers de sortes de plaintes. Il y en a eu 47. C'est tout ce qu'il a fallu pour déclencher un cauchemar de relations publiques de 2 millions de dollars. Les téléspectateurs étaient furieux. Plus de 15 000 personnes ont signé des pétitions affirmant que Hulu n'avait pas compris le message. L'épisode était en fait progressiste pour son époque, montrant l'un des premiers mariages interraciaux à la télévision à une époque où seulement 3% des mariages aux États-Unis étaient interraciaux. Mais à ce moment-là, les dégâts étaient de fait. Près de 1,2 million de fans des Craquantes avaient l'impression qu'on leur avait pris quelque chose. Puis vint la scène dans la cuisine. Blanche s'est appuyée contre le comptoir, souriant, et a commencé à dire que les hommes noirs étaient grands, bruns et beaux, et qu'ils vous gâcheraient pour les hommes teints blancs. Rose a renchéri avec quelque chose sur les compétences athlétiques. Les rires enregistrés ont continué, mais Dorothy ne riait pas. Elle a dit que c'était raciste sur le champ. Ce moment a été diffusé en 1988, mais il est revenu en force en ligne en 2019, lorsque quelqu'un a divulgué un court clip de 45 secondes sur Twitter. Cela a explosé. Des millions de personnes l'ont regardé. Des milliers de personnes l'ont partagé. Les gens ont dit que la série était pleine de racisme ordinaire qui n'avait pas été contrôlé pendant des années. Des ébauches de scénarios ont ensuite montré que les scénaristes avaient ajouté plus d'une douzaine de lignes stéréotypées, juste pour faire rire, même si NBC avait déjà publié des directives sur la diversité l'année précédente. Betty White, qui était encore vivante à l'époque, s'est en fait excusée, disant que cela avait mal vieilli.
Rue McClanahan était décédé à ce moment-là, mais sa succession a discrètement fait un don de 50 000 $ à Black Lives Matter. Une étude de l'UCLA a ensuite trouvé 19 autres moments comme celui-ci enfouis dans les 7 saisons de la série. Soudain, Les Craquantes n'était plus seulement une sitcom réconfortante. Elle faisait partie de la conversation sur la cancel culture. Lorsque Hulu a retiré l'épisode, ce n'était pas seulement une mise à jour de contenu discrète. Cela a déclenché une tempête. Cela s'est produit lors d'une vague où plus de 200 émissions et films ont été retirés pour des raisons similaires. Mais celui-ci était différent. Les scénaristes, les acteurs, les fans, tout le monde avait quelque chose à dire. Roxane Gay a tweeté que ce n'était pas de la justice, c'était juste de la performance. Même Betty White, qui avait 88 ans à l'époque, a dit que c'était ridicule. Hulu se démène. Des mémos divulgués ont montré que les dirigeants étaient terrifiés par les poursuites. D'autres plateformes étaient déjà poursuivies pour des scènes similaires. Netflix avait 32 affaires entre les mains. En coulisses, Hulu craignait d'être frappé par 10 millions de dollars de dommages et intérêts. Ils ont donc débranché, mais les téléspectateurs n'y ont pas cru. Un demi-million de messages ont surgi sur les médias sociaux, dénonçant la décision. Les codes d'écoute ont chuté. Hulu a discrètement remis l'épisode en ligne 6 mois plus tard. Pas d'annonce, juste une restauration discrète le 3 décembre. À ce moment-là, ils avaient perdu 150 000 abonnés. Tout cela aurait pu être évité, et il s'avère que les personnes qui ont fait la série ont vu les signes avant-coureurs dès le début. Lors d'une réunion en coulisses en janvier 1988, les censeurs de NBC ont signalé 8 lignes dans cette scène de cuisine. Ils ont averti que les blagues pourraient offenser les téléspectateurs noirs. Des groupes comme la NAACP protestaient déjà contre d'autres séries pour les mêmes raisons, mais Susan Harris, la créatrice de la série, a tenu bon. Elle voulait repousser les limites. Les scénaristes voulaient cesser que Les Craquantes soient aussi audacieuses que All in the Family, alors ils ont gardé les répliques. Et lorsque l'épisode a été diffusé, les codes d'écoute ont grimpé en flèche. 27 millions de personnes l'ont regardé. Mais en 2020, ces mêmes producteurs ont admis qu'ils auraient dû couper la scène. Harris l'a dit carrément dans une interview. Le recul est brutal. Ils ont fait don de 100 000 $ à des causes de justice raciale pour essayer de compenser ce qui était, selon leurs propres mots, une erreur. Ils ont même revu les groupes et marques de discussion de 1988. Environ 15% des téléspectateurs noirs avaient dit que la scène était blessante, et ils l'ont quand même diffusée. Les choses sont devenues encore plus surprenantes en 2024. Une scène qui avait été enfouie pendant près de 40 ans est soudainement apparue sur Reddit. Elle était saine. Elle était tirée de la saison 1. Blanche, d'une voix basse et sensuelle, a livré un monologue de séduction en bonne et due forme qui n'avait jamais été diffusé. C'était cru, graphique, choquant pour 1945. Les producteurs avaient ordonné que les images soient brûlées, mais quelqu'un les avait sauvées, et maintenant elles étaient en ligne. Elle montrait Blanche parlant de détails intimes, trop intimes pour les heures de grande écoute. Le visage de Betty White, dans le clip, en disait long. Elle avait l'air stupéfaite, l'Internet aussi. Plus de 50 000 vues en une semaine, et tout le monde posait la même question. Comment ont-ils pu s'en tirer en écrivant ça? Puis vint un autre saut, même ambiance. Blanche à nouveau, cette fois-ci parlant d'une liaison fictive avec un politicien. Les acteurs ont commencé à rire au début, puis leurs visages ont changé. Le choc a pris le dessus. Ce n'était pas seulement risqué, c'était dangereux. Les équipes juridiques l'avaient supprimé en 1945, craignant qu'il ne reflète des scandales politiques réels. McClanahan en avait improvisé la plus grande partie, suscitant des halètements de l'équipe. L'ensemble du clip a duré 1 minute et demie et il n'a jamais été diffusé. Mais une fois qu'il a fait surface en ligne en 2024, les gens ont réalisé à quel point Les Craquantes auraient pu être plus sombres sans les censeurs. En 2025, d'autres scènes supprimées ont commencé à faire surface. Cette fois, la source a été confirmée.
les archives d'un ancien membre de l'équipe. Ils avaient censé conserver les images pour des raisons historiques. Un clip a duré près de 3 minutes, rempli de coupures que le réseau avait ordonnées. Blanche a décrit le fait d'enlever ses vêtements avec des détails saisissants. Elle a fait référence à des scandales hollywoodiens et a lâché des noms qui sonnaient bien trop réels. NBC avait détruit l'original, mais une VHS a survécu. Et maintenant, la scène complète aussi. Sur YouTube seulement, elle a atteint plus de 46 000 vues. Des rapports ont révélé que le 8 décembre 1985, les dirigeants de NBC avaient ordonné son incinération pour éviter les violations de la FCC, mais quelqu'un l'avait gardée. Rue McClanahan elle-même avait écrit un jour dans une note que couper cette scène avait affadi sa performance. Maintenant, nous savons ce qu'elle voulait dire. Et puis, les fans ont fait ce que les fans font toujours. Ils ont tout analysé. Ils ont zoomé, lu sur les lèvres, ralenti l'image par image. Dans l'une de ces scènes supprimées, ils ont surpris Blanche en train de parler d'un scandale de plan à 3, pas seulement de la fiction. Celui-ci semblait réel. Ils l'ont lié à des scandales sexuels politiques des années 1970. Ils ont trouvé des répliques sur 2 sénateurs. Ils ont trouvé des liens avec les propres mémoires de McClanahan. L'Internet s'est enflammé. Les forums ont explosé de théories. Ce seul clip a obtenu plus de 9000 votes positifs. Cela a soulevé une question énorme. Les craquantes cachaient-elles un arc narratif de personnages bisexuels depuis le début? Et si cet épisode avait réellement été diffusé, comment le monde aurait-il réagi? Certains experts ont dit que les codes d'écoute auraient pu chuter de 20%. Absolument. Je peux réécrire tout cela en utilisant des termes très simples, un flux fluide et un ton qui donne l'impression que chaque moment est connecté et intéressant sans paraître forcé ou mécanique. Lorsque les craquantes sont devenues un succès, tout ce qui se passait en coulisses n'était pas aussi chaleureux qu'il y paraissait à l'écran. Bea Arthur et Betty White avaient une querelle qui ne s'est jamais vraiment estompée. Ce n'était pas bruyant ou évident, mais elle n'a cessé de croître tranquillement, et parfois elle a explosé. En 1997, lors d'une scène remplie de blagues étranges de Rose sur l'élevage, Bea a soudainement quitté le plateau en trombe. Elle était furieuse. Les improvisations, dit-elle, étaient vulgaires et bâclées. Elle venait de Broadway où chaque réplique était sacrée, et elle n'aimait pas le style enjoué et relâché de Betty. Ce jour-là, la production a été interrompue pendant 2 heures. Son fils a expliqué plus tard que Bea pensait que l'habitude de Betty de plaisanter entre les scènes drainait la concentration de tout le monde. Au fil du temps, Bea a même commencé à garder son scénario jusqu'à la dernière minute, tandis que Betty mémorisait le sien comme si ce n'était rien. Au fond, Bea pensait que le passé de Betty dans les jeux télévisés la faisait paraître comme une actrice moins sérieuse. Ils ont continué à filmer pendant des années, mais ce ressentiment silencieux n'est jamais parti. Un producteur a dit plus tard que les deux étaient si différentes qu'elles ne se réchaufferaient pas l'une à l'autre, même si elles étaient incinérées ensemble. Estelle Getty a donné vie à Sophia avec sa langue lacérée, mais dans la vraie vie, elle s'effondrait tranquillement. Le trac la hantait. Au cours d'un épisode en 1949, elle a oublié ses répliques à plusieurs reprises jusqu'à ce qu'elle éclate finalement en larmes. La production a été interrompue pendant 3 jours. Les tabloïds ont appelé cela une crise de diva, mais la vérité était plus difficile. Estelle n'avait commencé à jouer que plus tard dans sa vie. Elle avait 62 ans lorsqu'elle a obtenu le rôle et avait du mal à se souvenir des répliques dès le début. Parfois, elle laissait griffonner sur des accessoires comme le sac à main de Sophia. En privé, les acteurs ont commencé à chuchoter que ses problèmes de mémoire pourraient être plus graves. Des années plus tard, les médecins ont confirmé qu'elle souffrait de la démence à corps de Louis. Rue McClanahan a dit un jour qu'Estelle se présentait les jours de tournage, comme si un nuage sombre planait au-dessus d'elle. Ils ont même dû refaire des scènes après le départ du public. Une fois, elle a essayé l'hypnose. Cela n'a pas fonctionné. Ils lui ont donné des fiches. Cela n'a pas fonctionné non plus.
En fin de compte, sa douleur a montré à quel point la personne réelle était éloignée du rôle qu'elle jouait. Rue McClanahan a joué Blanche comme si elle était née pour ça. Et c'était peut-être un peu trop vrai. Hors écran, sa vie ressemblait beaucoup au personnage qui l'a rendu célèbre. En 1990, des rumeurs ont commencé à circuler sur des liaisons avec des membres de l'équipe et les choses se sont tendues rapidement. Un jour, lors d'une répétition, elle a été mise à l'écart après que des rumeurs se soient répandues sur une romance avec un technicien d'éclairage. La dispute qui a suivi a retardé le tournage de près d'1 heure. Rue a été mariée 6 fois dans la vraie vie et n'a jamais fait de secret de son style de vie libre d'esprit. Dans ses mémoires, elle en a même plaisanté, mais tout le monde ne riait pas. Certains membres de la distribution, en particulier B. Arthur, pensaient que le flirt détournait l'attention du travail. Les tabloïds se sont déchaînés et les rumeurs ont commencé à se fondre dans les scénarios de Blanche. Cela a stimulé la popularité de la série, mais en coulisses, cela a approfondi les fissures. À la saison 6, la tension était difficile à ignorer. Sa façon de vivre a donné à Blanche quelque chose de réel, mais cela a également apporté un drame qu'ils n'ont jamais écrit dans le scénario. Le maquillage de vieillesse d'Estelle Getty était un miracle à la caméra, mais il avait un coût. En 1988, elle a été transportée d'urgence à l'hôpital avec des infections cutanées douloureuses. Les prothèses qu'ils utilisaient tous les jours avaient fait déclencher une réaction. Des rapports ont révélé que les producteurs avaient été avertis, mais ils n'ont pas écouté. Elle avait besoin d'antibiotiques et le tournage a été interrompu pendant 2 semaines. Tout le processus prenait des heures chaque matin et la rendait encore plus anxieuse. Betty White a fait pression pour des changements. Les producteurs n'ont pas bougé. Un tabloïd a appelé cela un cauchemar de maquillage. Pour Estelle, c'était une autre couche de souffrance. La pression n'a pas seulement blessé sa peau, elle l'usait de toutes les manières. Des années plus tard, ses problèmes de santé et les problèmes de mémoire se sont avérés faire partie de quelque chose de bien pire. Même lorsque le maquillage a changé, les dégâts étaient déjà faits. Ce qui ressemblait à une petite vieille dame racontant des blagues était en fait quelqu'un qui était usé par le travail en coulisses. En 1991, B. Arthur en avait assez. Elle en avait assez de se taire sur l'argent. Betty White gagnait plus, surtout en rediffusion, et B. considérait cela comme du favoritisme. Les réunions privées se sont transformées en disputes houleuses. Betty avait remporté son Emmy en 1996. B a dû attendre jusqu'en 1988. C'était blessant. Lors d'une négociation, B a explosé et est sorti en trombe, qualifiant le tout de querelle de femmes. Rue McClanahan écrira plus tard à ce sujet dans ses mémoires. À l'époque, B gagnait plus d'1 million de dollars par saison, mais les chèques de rediffusion de Betty se comptaient également en millions. B se sentait manquer de respect, cite. Les scénarios ont été retardés. La tension de cette dispute ne s'est jamais vraiment apaisée. Lorsque la série s'est terminée en 1992, beaucoup ont cru que ce différend salarial avait joué un rôle important. Des années plus tard, lorsque leurs successions ont été comparées, Betty s'est démarquée, valant environ 75 millions de dollars. Celle de B était inférieure. Il ne s'agissait pas seulement d'argent. Il s'agissait de se sentir en second plan dans une série qu'elle avait contribué à porter. En 1990, la série a fait quelque chose d'audacieux. Ils ont diffusé un épisode sur le VIH intitulé 72 Hours. Rose pense qu'elle a peut-être été infectée par une transfusion sanguine et s'est traitée avec soin. Les téléspectateurs l'ont félicitée. Mais lorsque le scénario a été revu des décennies plus tard, les choses se sont compliquées. Des documents divulgués ont montré des scènes qui avaient été coupées, avec des personnages homosexuels qui s'appuyaient sur des stéréotypes, les faisant ressembler davantage à des punchlines qu'à des personnes. Une scène de bar avait été coupée pour avoir montré trop de gestes exagérés. Ces scènes ont refait surface en 2020 et l'Internet a explosé. Des milliers de personnes ont partagé les images, débattant de la question de savoir si la série avait caché un contenu homophobe derrière son image saine.
Il a été diffusé à une époque où le sida avait déjà tué plus de 120 000 personnes. Et pourtant, l'épisode a évité d'aller trop en profondeur dans la vraie douleur de la communauté queer. Il a été salué à son époque, mais aujourd'hui, les gens posent des questions plus difficiles. Les blagues de Sophia sur les oublis faisaient Innocent toujours rire, mais tout le monde ne riait pas. Des groupes de défense des droits des personnes âgées, comme les Gay Panthers, ont intenté un procès en 1990, affirmant que la série faisait passer la démence pour une blague. Ils ont souligné des scènes où Sophia agissait de manière confuse, et ils ont dit que c'était blessant. Ils ont même demandé des dommages et intérêts, un $250 000. En coulisses, les choses étaient plus sombres que le public ne l'a jamais vu. Des ébauches divulguées de 1949 ont montré que les scénaristes avaient un jour prévu un scénario où les problèmes de mémoire de Sophia s'aggravaient et elle finissait dans une maison de retraite. Mais NBC l'a retiré trop déprimant, ont-ils dit. Des années plus tard, lorsqu'Estelle Getty a été diagnostiquée avec la démence à corps de Lewy, cela a frappé plus fort. L'histoire vraie commençait à refléter celle qu'ils avaient abandonnée. Des groupes de défense ont dit que la série avait contribué à cacher une dure vérité. Des millions de personnes souffraient, mais l'humour a permis de détourner facilement le regard. En 1987, Mario Lopez est apparu dans Les Craquantes en tant que jeune étudiant risquant l'expulsion. Son épisode était censé être réfléchi, et il l'était, mais tout n'a pas été diffusé. Des images divulguées des années plus tard ont révélé que Mario avait improvisé quelques lignes sur la grossesse chez les adolescentes, des blagues qui banalisaient quelque chose de grave. NBC les a coupées immédiatement. À l'époque, les taux de grossesse chez les adolescentes augmentaient rapidement et le réseau ne voulait pas d'un tollé. En 2010, Mario a admis que les lignes étaient des sets basés sur des histoires vraies de personnes qu'il connaissait, mais elles étaient trop fortes pour l'époque. Les fans ont découvert les coupures et ont commencé à en parler. Des pétitions sont apparues demandant à NBC de publier la version non censurée, mais ils ne l'ont jamais fait. Ce seul moment a exposé la façon dont la série a essayé de repousser les limites jusqu'à ce que ces limites repoussent.